Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Dissolution des partis politiques, les premières audiences renvoyées. C'est le thème de notre émission de débat, le grand dialogue de ce soir. Auditeurs, téléspectateurs et à nos amis qui nous suivent via les médias sociaux, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Et comme vous le savez, les partis politiques ont entamé cette semaine les premières audiences pour contester leur dissolution. Ces audiences qui se tiennent au tribunal des communes 1 et 6 du district de Bamako ont été renvoyées au 28 et 29 juillet prochain. Le pôle d'avocats agissant au nom des formations politiques explique ce recours par deux raisons. La première est que cette dissolution est une atteinte aux libertés d'association et de réunion. La seconde est relative à la légalité du décret présidentiel de dissolution du 13 mai 2025 devant la plus haute juridiction administrative. Cette saisine du pôle d'avocats aura-t-elle une suite? Se dirige-t-on vers une bataille judiciaire? Pour répondre à ces questions et tant d'autres, nous avons fait appel à deux personnes. Ibrahim Khalil Ben Mamata Touré, juriste, et la seconde invitée est Fatoumata Traoré, experte en genre, gouvernance et gouvernance politique. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. Déjà une première question, tour de table. On sait que depuis le lundi 7 juillet, il y a des audiences au niveau des tribunaux entamé par un pôle d'avocats des partis politiques dissous. Est-ce que ces recours devant les tribunaux étaient prévisibles? Je donne la parole à Fatoumata Traoré. Oui, bonsoir à nos auditeurs et téléspectateurs. Je pense que par rapport à la dissolution des partis politiques, le fait de voir qu'il y ait cette bataille judiciaire c'est quelque chose à laquelle nous nous attendions parce que justement les partis politiques ont été créés selon une loi parce que c'est justement la Constitution qui leur reconnaissait cette possibilité d'avoir le droit le droit à la pensée, le droit à la liberté, le droit à la création de partis politiques et d'associations. Donc je pense que partant de là, on voit très bien que la dissolution des partis politiques n'a pas été accueilli avec joie par tous les leaders politiques pour la simple raison que souvent on se rend compte que ces partis politiques ont mis des années et des années, des décennies à travailler sur le terrain, à avoir des partisans, à même avoir certains résultats lors des élections. On sait très bien qu'il y a beaucoup de partis politiques qui sont très implantés sur le territoire national, donc qui ont une représentation un peu partout. Donc les voir dissoudre du jour au lendemain, ce ne serait jamais accueilli à bras ouverts, ça c'est clair. Maintenant, la bataille juridique à laquelle nous assistons aujourd'hui, c'est que finalement, quand on regarde au regard justement de la loi et de tout ce qui est comme règlement, on se rend compte tout simplement que les partis politiques sont dans leur rôle. Quoique dissous, c'est clair qu'il fallait s'attendre à cela, notamment à travers certains leaders. Ce qui est sûr, tout le monde ne va pas croiser les doigts par rapport à croiser les bras, on va dire, par rapport à cette situation. Donc, rester en justice est un droit aussi qui est reconnu par la Constitution du 22 juillet 2023. Donc, moi, je vois ça comme vraiment un événement qui est attendu et qui doit être suivi, assumé, non seulement par les partis politiques, mais aussi par les autorités. Ibrahim Khalil, la même question, tour de table toujours. Est-ce que ce recours devant les tribunaux était prévisible pour les partis politiques déjà dissous? Merci beaucoup à Tamani. Je dis bonsoir aux téléspectateurs et aux auditeurs. Pour rebondir sur la question, Madame a parfaitement répondu. Je pense que c'était prévisible du moment où, avant qu'il y ait cette dissolution, il y avait des mouvements de contestation de plusieurs partis politiques et même de certains citoyens qui n'étaient pas affiliés à des partis politiques pour défendre les principes démocratiques et républicains.
Donc, ils ont tiré sur la sonnette d'alarme en prévenant sur une possible dissolution des partis politiques. Et en regardant de près ces mouvements de contestation, on se rend compte que les démarches empruntées par les uns et les autres étaient parfaitement légalistes. Ils se voulaient être légalistes pour ne pas donner l'aspect d'être vraiment des déstabilisateurs. Donc ils ont suivi la voie légale et je pense que c'est prévisible, ils sont dans leur rôle, comme la Constitution leur donne ces droits. Donc ils ont la capacité d'ester en justice, d'ester en justice l'État par rapport à cette décision. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de surprise en la matière. Et moi, je profiterai pour dire que c'est un peu gauche, parce que gauche est triste du fait que il y avait des soupçons sur les intentions des autorités d'aller dans ce sens, bien que dans des communiqués, ils ont indiqué que non, que ce n'était pas dans leur agenda de dissoudre les partis politiques. Mais aujourd'hui, on voit que clairement, les soupçons se sont avérés fondés. C'est une réalité maintenant. Et depuis quand ces soupçons-là ont commencé, étaient visibles pour vous? Bon, les soupçons ont commencé depuis les premières heures des consultations avec les partis politiques. Ils les ont laissés pour essayer d'interroger d'autres acteurs qui ne sont pas politiques sur les questions concernant les partis politiques. Ces prises de contact ont abouti à l'organisation des concertations qui se sont déroulées à travers le pays, où des propositions ont été faites jusqu'à aller au-delà des thématiques pour aller même proposer les mandats de 5 ans supplémentaires, etc., etc. Donc, c'est donc dire à ce niveau que il y avait une intention déguisée qui s'est véritablement concrétisée aujourd'hui. Alors, comme je le disais, vous gardez la parole, M. Touré. Comme je le disais à l'entame de mes propos, les audiences ont été fixées. Aujourd'hui, mardi 8 juillet, je pense qu'au niveau du tribunal de la commune 6, l'audience a été renvoyée à la demande de la partie gouvernementale au 29 juillet prochain. Et en commune 1 du district de Bamako, le procès qui était fixé hier, lundi, le 7 juillet, n'a pas eu lieu également. Mais cette fois-ci, on ignore les raisons qui ont été annoncées sur place là-bas. Quelle analyse faites-vous déjà de cette posture-là? Bon, les partis politiques ont été clairs dans leurs différents communiqués. Ils ont dit que cette saisine juridictionnelle est impérative. Parce qu'à ce niveau, il faut faire la part des choses. Il y a plusieurs saisines juridictionnelles. Le cas des juridictions de première instance de la commune 1 jusqu'à la commune 6 du district de Bamako est relatif principalement à l'atteinte aux libertés publiques. Donc il faut faire la part entre les conséquences que la dissolution aura sur les libertés publiques, liberté d'association, de réunion des acteurs politiques. Donc ils ont estimé saisir ces juridictions d'instance d'abord pour essayer d'inviter ces juridictions à statuer sur ces questions, d'abord les effets. Maintenant, la deuxième saisine consiste à saisir la section administrative de la Cour administrative en attaquant directement le décret de dissolution. Donc, à ce niveau, il y a une double saisine, voire même triple, parce qu'ils ont saisi aussi le pôle anti-cybercriminalité par rapport à la sortie de certaines personnes. Effectivement. Donc, il y a une panoplie de saisines qui sont là. Et j'ai vu aussi que le parti saisi indépendamment du pôle d'avocats constitué par les 101 partis politiques aussi a saisi le juge des référés liberté de la Cour suprême par rapport aux atteintes aux libertés publiques. Donc, nous sommes dans une bataille juridique qui est à suivre parce que les matières ou les domaines d'intervention sont très intéressants. Et
peuvent servir même de jurisprudence. Par exemple, je me réfère au cas de la saisine des juridictions de première instance par rapport à la question des atteintes aux libertés publiques. Beaucoup, dans les débats, estiment que cette saisine devrait se faire au niveau de la juridiction administrative ou de la Cour constitutionnelle. Donc, les avis divergent par rapport à ça parce qu'ils estiment que ces juridictions sont civiles et ne peuvent que statuer sur les rapports entre les particuliers. Donc, la question des libertés, pour eux, ne doit pas relever de ces juridictions, d'où nous avons constaté que certaines juridictions, celle de la commune 4, de la commune 5, se sont déclarées incompétentes à statuer sur cette question. Effectivement, donc c'est pour dire qu'il y a véritablement une façon de voir divergence de part et d'autre par rapport au domaine même, à la saisine même et à la matière même sur laquelle il y a lieu de statuer. Alors, M. Touré, vous allez me permettre de venir vers Mme Traoré, Mme Samake Fatoumata Traoré, mais je reviendrai à vous pour vous parler des tribunaux qui se sont déclarés incompétents. Madame Samake, une bataille juridique qui commence déjà à Kelele, vu que des audiences ont été déjà renvoyées. On s'entendait au moins à des débats aujourd'hui. Je pense que ce renvoi là aussi est lié à une question d'interprétation, comme il l'a si bien dit. C'est-à-dire déjà savoir si les tribunaux saisis étaient compétents pour rendre justice. Donc je pense avoir cette bataille juridique, je pense c'est quelque chose qui est quand même qui va servir de cas d'école. Des cas d'école dans le sens que pratiquement, on sait très bien qu'avec l'arrivée de la transition, il y a carrément un changement de paradigme. Changement de paradigme par rapport même notre relation aux questions démocratiques. Parce que quand on voit ce qui s'est passé, c'est comme si c'est l'échec de la démocratie qui a abouti justement à l'arrivée de la transition. Donc, ce qui veut dire que quelque part, il y a une question de vision par rapport même à ce qu'on appelle liberté démocratique, liberté, on va dire liberté au peuple et tout ce qui s'ensuit. Nous sommes également à une période exceptionnelle où les réformes institutionnelles et politiques qui ont été entamées nécessitent certaines révisions. Et cette révision, les partis politiques ne restent pas en marche parce que c'est les partis politiques c'est les partis politiques qui ont vocation à briguer la magistrature suprême. Et de ce point de vue, s'il doit y avoir réforme, forcément, il faut quand même en tout cas balayer la case quelque part, et peut-être au détriment des lois, mais peut-être s'il y avait eu la suspension de la Constitution au début de la transition, je pense que tout cela ne serait pas arrivé. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on est dans une situation où c'est comme si on violait nos propres lois, nos propres règles que nous-mêmes nous avons édictées. Et c'est cette situation-là qui fait qu'aujourd'hui, ça attise toutes les curiosités de savoir quelle sera l'issue justement de cette bataille juridique et judiciaire. Donc, souvent, je pense que certains diront même qu'on connaît la suite, on sait ce qui va se passer. Mais pour moi, je pense qu'on ne connaît pas la suite d'abord. Parce que je crois la personne, ou en tout cas celui qui a assuré le leadership est un avocat. Donc, de cette bataille judiciaire, c'est un avocat, il connaît très bien la loi, il sait dans quoi il s'est engagé et il sait également comment faire aussi pour faire aboutir. Maintenant, on sait très bien qu'au niveau national, je ne vous apprends rien, hein, et si on n'arrive pas à faire passer certaines choses. Donc, c'est pour aussi leur donner l'occasion d'aller au niveau sous-régional et même international. J'espère que ça n'ira pas jusqu'à ce niveau. Je pense qu'aujourd'hui, l'élan patriotique voudrait assez que nous lavions nos linges sales à la maison et qu'on puisse s'asseoir autour de la table pour dialoguer, pour voir quelles sont les issues possibles qu'on peut donner justement à ces interprétations et justement à ces actions.
Voilà. Mais est-ce que déjà ce début, cette journée du lundi et mardi est rassurante pour ce procès-là? Ce n'est pas rassurant pour les personnes qui ont été en justice, cela est clair. Et ce n'est pas rassurant aussi du point de vue de la loi, dans la mesure où même si le procès est tenu, même si on sait ce qui pourrait être dit, parce que chacun a ses avocats, hein, chacun va défendre. Et ce qui est sûr, le maire va l'emporter. Mais le fait de renvoyer, ça donne aussi un message à la population. Et ce message-là n'est pas toujours reluisant, non seulement pour les personnes qui ont déposé sur la table leur saisine, mais également pour les autorités, c'est-à-dire les tribunaux qui sont censés être indépendants. Donc voilà un peu la situation. Moi, je pense que c'est avec beaucoup de curiosité que je suis en train de suivre cette affaire. Et on espère que voilà, il y aura un dénouement heureux. Merci beaucoup, Fatoumata. Monsieur Touré, maintenant, je reviens vers vous. Si les tribunaux des communes unies ici ont accepté le dossier, c'est des communes 3, 4 et 5 se sont déclarés incompétents. Qui comprend à travers ce acte-là? Bon, elle est toute simple. Il faut partir du postulat que les juges gardent leur indépendance. Ils rendent justice selon leur intime conviction et au regard de la loi. Donc, ils se servent de ces deux moyens, l'intime conviction et la loi, pour statuer sur les questions soumises. Maintenant, l'incompétence déclarée ne veut pas dire que X a tort ou X a raison. Elle veut tout simplement dire que le juge se dit qu'il n'a pas les moyens, la capacité nécessaire de statuer sur la matière qui lui a été soumise. Maintenant, si certaines juridictions sont allées dans ce sens, on peut, entre guillemets, dire que voilà, c'est par mesure de prudence pour ne pas peut-être glisser. Alors, c'est par mesure de prudence et non par rapport à la loi ou aux convictions de... La loi leur donne cette possibilité de se déclarer. Donc, voilà, mesure de prudence par rapport à une situation conflictuelle où ils n'ont pas peut-être tous les moyens nécessaires pour statuer sur la matière. Ils estiment que la compétence de leur juridiction n'est pas pour aller dans ce sens. Comme à l'inverse, d'autres juges ont pris à bras le corps les dossiers et veulent aller jusqu'au bout. Donc, on est patient de savoir l'argumentation que chaque partie va développer à l'issue des débats et voir ce que ces juges-là vont décider, tout simplement. Alors, comme certains le disent également, que cette affaire relèverait plutôt de la compétence des juridictions administratives de la Cour suprême. Est-ce que c'est le lieu de trancher cette affaire-là dans ces tribunaux-là aujourd'hui? Bon, c'est le lieu parce qu'une juridiction est saisie sur plusieurs volets. Donc, quand on saisit une juridiction, il faut savoir qu'il y a des procédures à suivre. Donc, les procédures vont nous amener à nous situer d'abord dans le domaine, dans la matière sur laquelle il faut statuer. Par exemple, si c'est les actes administratifs, on ne pourra pas saisir les juridictions civiles pour statuer sur les actes administratifs, vice-versa. Si c'est le correctionnel, un juge civil ou un juge administratif ne peut pas jouer ce rôle-là. Donc la justice est organisée de telle sorte que il y a des domaines, il y a des matières sur lesquelles chaque juridiction peut véritablement statuer là-dessus. Donc venir à dire de trancher sur une question déjà pendante dans différentes juridictions, c'est me substituer quelque part à la place du juge. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est pas vous. Certains disent que cette affaire relèverait plutôt de la Cour suprême. Bon, ils ont leurs arguments, parce que le droit, c'est l'argumentation, il ne faut pas se mentir. Quelqu'un peut venir défendre A plus B et vous convaincre que c'est
effectivement là-bas que ça devrait être jugé. Une autre partie peut venir et soutenir l'inverse avec les points de droit pertinents. Donc, Madame a eu à le dire, l'affaire est portée par quelqu'un qui est aguerri, un aguerri du barreau, Maître Muntagatal. Il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il a saisi les juridictions civiles par rapport aux questions de liberté. Maintenant, moi, pour ma part, ma petite expérience du droit qu'il y a, je laisse juste la question ou la piste pour que les gens même réfléchissent entre liberté individuelle et liberté publique. Voilà, on est dans une question de liberté publique. Essayant de saisir une juridiction civile dans ce sens, si c'était une liberté individuelle, moi je dirais oui. Mais personnellement, en saisissant une juridiction civile par rapport à une question de liberté publique, je suis curieux de connaître les arguments derrière. Je ne dis pas que c'est impossible, parce qu'en droit, il faut toujours laisser la porte ouverte à des possibilités, parce qu'on peut être limité à des niveaux, d'autres peuvent avancer et aller au-delà de ces limites-là. Donc je suis quand même curieux de voir les argumentations nécessaires qui ont poussé à saisir la juridiction civile par rapport à une question relative à une liberté publique. Voilà, moi, mon point de vue sur la question. Madame Samaké, la même question pour vous. Est-ce que c'est le lié pour cette affaire-là, selon vous? Vous partagez l'argumentaire qu'il vient de développer? Bon, je pense que les partis politiques n'avaient pas le choix par rapport à la saisine des juridictions. Les partis politiques ne peuvent saisir que les juridictions qui sont à leur portée. Et commencent d'abord par les juridictions à la base jusqu'au sommet. Et c'est là, on le sait très bien. Maintenant, comme je l'ai dit, la question d'interprétation, surtout par rapport aux cas de violation qui ont été énoncés, qui sont des arguments, en tout cas solides, selon ces partis politiques-là, pour rester en justice. Donc, je pense que c'est ça même qui constitue un peu, qui a permis de faire le choix de ces juridictions-là. Les personnes qui ont saisi ces juridictions savent mieux que moi quelle juridiction saisir, quelle juridiction n'est pas compétente ou en tout cas par rapport à cela. Maintenant, c'est au juge d'apprécier et on le sait très bien par rapport justement à toutes ces questions-là. Souvent, on laisse aussi la latitude aux juridictions de dire, ben, écoutez, c'est vrai que vous nous avez saisi, vous êtes dans votre droit, mais nous, on ne peut pas. Et c'était un choix qui leur est laissé. L'autre chose aussi, c'est que souvent, quand on n'a pas toutes les cartes en main, il n'est pas facile de trancher. Mais est-ce que là, on peut pas, il est possible aujourd'hui que ces deux juridictions qui ont accepté le dossier peuvent se dire aujourd'hui qu'on ne peut pas? Mais si toutes les juridictions aussi avaient désisté, les gens aussi allaient quand même interpréter ça d'une autre manière. J'allais le dire. Est-ce que c'est pas parce que je pense les autres juridictions ont désisté que ces deux ont accepté? Je ne sais pas quelle est la connexion entre les différentes juridictions, mais je sais qu'en la matière, normalement, les juridictions sont indépendantes les unes des autres. Et les juridictions aussi ont été saisies pour peut-être la même affaire. Souvent, d'autres affaires peuvent aussi surgir. Donc, je pense, même si ce n'est qu'une seule juridiction qui aurait rendu, en tout cas, le verdict, je pense que ça déjà, c'est quelque chose. Donc, saisir tous les tribunaux, en tout cas commune 1, 3, 4, 5, 6, ce n'est pas rien. C'est juste une façon aussi de montrer que nous allons aller jusqu'au bout par rapport à ce que nous recherchons. Et si une juridiction n'est pas compétente pour le faire, nous allons quand même saisir d'autres. Et c'est leur droit. Et pour moi, je crois que l'issue justement de cela va peut-être définir les relations qui pourraient exister entre le public et puis le privé, c'est-à-dire le peuple. Ou en tout cas les individus. Et l'autre chose aussi, par rapport aux libertés individuelles et à la liberté publique, là aussi c'est une question qui doit servir peut-être de jurisprudence même pour savoir est-ce que dans le contexte actuel, ce mode de saisine, ce genre de situation devrait se présenter.
Parce que là aussi, je pense qu'il y a un point d'interrogation. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu toute cette agitation avant que les partis politiques ne soient dissous. Hein. Et quand c'est venu, ce n'était pas une surprise pour beaucoup de personnes. Et le fait déjà qu'on soit à ces niveaux aussi, ça montre qu'il y a une politique, une vision qui est en marche par rapport à la redéfinition même de la vie politique au Mali. Et cela ne pourra pas se faire sans heurts, je veux dire. Et je crois que c'est cette situation, ce malaise au niveau des partis politiques qui les a poussés justement à saisir les juridictions en se disant, au moins si on est dans un état de droit, normalement nos doléances devraient aboutir. Sauf qu'on est dans un état de droit, mais aussi on est dans un état d'exception. Je crois que peut-être cela n'est pas saisi de la même façon par tout le monde, par tous les citoyens, quoi qu'on dise. Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, c'est carrément un bouleversement total. Ce n'est pas seulement au plan politique, c'est au plan économique, c'est au plan social, c'est pratiquement sur le plan diplomatique et tout ce qui s'ensuit. Donc les partis politiques ne peuvent pas sortir de ce lot-là. On est une nation qui a quand même une vision, qui doit avoir une vision, même si on n'en avait pas, parce qu'on se demandait aussi si on avait une vision par rapport à cette nation. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une rupture totale par rapport à la façon de faire d'avant. Et je crois que c'est tous les tares qu'on avait vécu justement avec l'émergence des partis politiques qui ont abouti aussi à ce changement de paradigme en se disant il va falloir faire quelque chose pour que justement ces partis politiques-là puissent émerger dans un contexte apaisé, dans un contexte sain, permettant aussi l'émergence de certaines valeurs. Donc, valeurs démocratiques s'il le faut, hein, ou d'autres valeurs, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, on est quand même dans une période d'exception et on doit tenir compte de cette situation. Nous sommes dans une période d'exception et si m'amène à vous poser cette question rapidement, est-ce qu'il y a une chance pour que les partis politiques puissent gagner ce procès-là? Il peut y avoir une chance, mais une chose est de gagner un procès, mais une autre chose aussi est de traduire ça en actes. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas par quelle fenêtre on peut penser au fait qu'on va dire que les partis politiques ne sont plus dissous et que vous pouvez reprendre vos activités comme vous le souhaitez. Je ne vois pas. Mais tout compte fait, la justice doit faire son travail. Pour moi, la question de la dissolution des partis politiques n'est pas une question anodine. On voyait cela venir depuis très longtemps. C'est d'abord le peuple même qui a dénoncé les pratiques politiciennes et même le financement accordé aux partis politiques. Certains me diront que ce n'est pas un financement, c'est une contribution ou c'est quand même une subvention. Mais quoi qu'il en soit, on sait que certains partis politiques se sont maintenus au pouvoir grâce à ces financements. Et pourtant, ces fonds-là n'allaient pas dans le sens même de la formation du citoyen par rapport à la vie politique. On le savait très bien. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand l'État a lancé cet audit au sein des partis politiques qui sont déjà dissous, ils ont dit, mais écoutez, puisque nous sommes dissous, on ne doit rien nous demander, ou en tout cas, voilà, c'est une manière de nous faire taire par rapport justement à ce que nous recherchons, en tout cas aux droits que nous réclamons. Chacun se trouve dans son rôle. Mais ce qui est sûr, Lucie, je ne peux pas dire à la place des tribunaux qui va gagner. Alors, on a un juriste ça, sur le plateau également, il va donner son avis là-dessus. Elle l'a dit, situation exceptionnelle et qu'elle n'est pas sûre qu'on peut faire revenir encore ces partis politiques déjà dissous. Mais est-ce qu'il y a une chance que les partis politiques puissent gagner ce procès-là aujourd'hui? Bon, à l'issue d'une procédure, on engage une procédure dans l'espoir de gagner, d'obtenir gain de cause. Mais ceci étant, le dernier mot revient toujours au juge. Donc, nul ne peut, par anticipation, savoir ce que le juge va dire. Donc, s'hasarder à répondre
comme ça, c'est vraiment se substituer à la place du juge. Mais il faut tenir compte de beaucoup de paramètres qui sont là, qui nous ont conduits aujourd'hui à cette situation. Elle a parlé des réformes, elle a parlé de volonté populaire par rapport à la gestion des fonds même alloués aux partis politiques, la situation d'exception. Mais il y a un paramètre sur lequel moi j'aimerais véritablement m'apaiser, ça c'est le respect des lois. Tout le problème que nous avons au Mali aujourd'hui réside sur ce point. C'est-à-dire, on ne peut pas amener des lois, on ne peut pas voter des lois et ne pas les respecter. Soit, si on ne les viole pas directement, on les contourne. Un État qui fait de ça une pratique, il y aura toujours des prises de bec. C'est inévitable. Et face aux questions politiques, on essaie souvent de mêler les questions juridiques. Donc, ça va créer un imbroglio impossible. Souvent, à force d'y réfléchir, on s'y perd, même les professionnels, parce que politique, juridique, c'est compliqué. On sait pertinemment qu'il y a des verrous à ne pas franchir, mais par les volontés politiques ou les décisions politiques, on les contourne ou on les viole allègrement et on court à la justice pour vouloir obtenir quelque chose. Bon, nous sommes dans un pays où ce n'est pas facile. Moi, je dirais juste qu'il faut rester respectueux des lois que nous amenons. Sans cela, on ne va jamais s'en sortir. Dissoudre, rétablir, interdire, faire ceci, cela, tout ça, ça veut dire qu'on ne sait même pas ce qu'on veut. Parce qu'on ne peut pas amener des lois sur lesquelles tout le monde est d'accord et ne pas les respecter. C'est impossible. Donc si nous sommes aujourd'hui à ce niveau, c'est parce que quelque part, nous ne respectons pas les lois. Alors, M. Touré, si les verrous se resserrent davantage, quel recours s'offre aux partis politiques aujourd'hui pour se faire entendre, soit au niveau national ou encore au niveau sous-régional? Est-ce qu'il y a-t-il d'autres recours? Il y a des possibilités de saisir des juridictions à l'échelle sous-régionale et à l'échelle internationale. Ça, c'est au cas où ici, ils n'obtiennent pas gain de cause. Madame l'a dit, ce n'est pas un souhait. Mieux vaut laver les linges sales à la maison et ne pas colporter les problèmes internes à l'extérieur. On en a suffisamment assez. Je pense que cette question de dissolution de partis politiques ne devrait même pas être au niveau des juridictions. C'est une question éminemment politique qui devrait se régler politiquement. Ça, c'est mon point de vue. Régler politiquement, par quel moyen donc? Par quel moyen? Par exemple, en prenant l'initiative de satisfaire à un besoin populaire pour réformer la scène politique malienne, les activités politiques maliennes, je me dis que nous sommes un pays légendaire où chaque fois qu'il a prévalu des dissensions, c'est par le dialogue qu'on trouve les solutions. Donc, pour moi, il fallait s'asseoir, trouver des voies et moyens pour revenir et corriger les lacunes constatées. C'est mieux que de mettre à plat tout. Ça, c'est des acquis démocratiques qu'on a eus. Et le pluralisme, la multiplicité des partis dans le pays, c'est issu d'un combat où certains ont donné la vie, les martyrs de 91. Et voir aujourd'hui que tristement, c'est balayé d'un revers de main par un décret, bon, on se demande qu'est-ce qu'on a fait durant ces années. Est-ce que la lutte de 91 valait-il la peine? Ça suscite beaucoup d'interrogations. Je me dis que non, on ne devait pas arriver à ce niveau. On devait préserver les acquis, les consolider, corriger les erreurs et avancer. Maintenant, il n'y a pas de parti politique. On sait que la prise de pouvoir dans les systèmes qu'on a connus, c'était par voie d'élection. Maintenant, par décret, on s'attribue des mandats de 5 ans renouvelables jusqu'à la pacification du pays.
Et est-ce que ce climat ou cette situation est à encourager? Est-ce que ça ne va pas ouvrir la porte à plusieurs coups d'État? Voilà, c'est des choses à voir, c'est des choses, des lignes à ne pas franchir, de mon point de vue. Parce que le meilleur moyen de prise de pouvoir, d'accession au pouvoir, c'est les élections, de mon point de vue. Parce que quand toi, tu forces la porte, celui qui désire venir au pouvoir aussi va tenter de forcer la porte. Et ça va nous amener dans le chaos. Chaque coup d'État, c'est un recul. N'ayons pas peur de dire les choses. Nous avons embrassé un système, certes, qui n'était pas parfait, mais nous devons travailler à parfaire ce système-là et à encourager d'aller dans ce sens et non mettre tout à plat pour reculer. Ça, c'est des choses à ne pas faire parce que l'avenir est incertain. L'avenir est incertain. En le faisant aujourd'hui, on a la force, on a les armes, on a la capacité de le faire. Et demain, voilà, donc c'est des choses à ne pas encourager. Alors, Madame Samaké, votre avis également sur cette question, comme il vient de le dire, est-ce que d'autres recours s'offraient que de dissoudre les partis politiques aujourd'hui pour réorganiser la scène politique? Oui, il y avait des voies qui pouvaient être suivies. Je sais qu'il y a un cadre de concertation avec les partis politiques. Je n'ai pas suivi ce qui se passe réellement au sein de ces cadres de concertation, mais je pense que ce cadre-là aurait pu offrir le meilleur moyen de trouver une solution à l'amiable. L'autre chose aussi, c'est que ce que les partis politiques oublient, c'est qu'il est bien beau de saisir les juridictions par rapport à la dissolution des partis politiques. Mais moi, je n'ai pas vu un parti politique qui a décidé, par exemple, de démissionner de son poste de représentant de ce parti politique par rapport justement aux postes qui sont offerts lors de cette transition. Ils sont tous restés à leur place, ils n'ont jamais démissionné, pourtant ils vont à la justice. Je trouve cela quand même antagoniste. Parce que quand on n'est pas dans un système, soit on sort du système, soit on décide d'y rester. Mais on ne peut pas être dans le système, profiter du système et en même temps chercher à combattre le système alors qu'on sait qui est le plus fort dans ce système-là. Donc je pense souvent il y a des incohérences au sein même des partis politiques qui me poussent à dire est-ce que ce n'est pas un coup de théâtre qu'on essaie de jouer en allant jusqu'à ces niveaux? Parce que souvent, j'ai entendu de part et d'autre que certains partis politiques se plaignent du fait que quand il y a des réunions avec eux, qu'on ne les écoute pas, qu'on essaye de prendre la décision qu'on veut. Mais on ne vous écoute pas, vous venez à la réunion, vous continuez à participer aux réunions. Donc, franchement, je pense que vraiment, aujourd'hui, nous avons dépassé ce stade dans ce pays-là. Ce pays-là a besoin de tous ses fils, de toutes ses filles, pour construire cette nation, pour vraiment trouver la gangrène et puis essayer de s'en débarrasser définitivement. Et cela ne peut se faire que quand nous nous donnons la main. Donc, il ne faut pas qu'à chaque fois que nous ne sommes pas dans le partage de gâteaux, qu'on estime que nous sommes indispensables et qu'il faut absolument que nous y soyons. Et tous les 23 millions de Maliens, ceux qui n'ont jamais eu la chance, par exemple, d'avoir même un poste, a fortiori profiter du pouvoir ou même avoir un centre de santé dans leur zone, qu'est-ce que ces gens-là devront dire? Qu'est-ce que ces personnes-là qui n'ont pas eu la chance même d'aller à l'école vont dire? Nous sommes tous des citoyens, on a tous des droits. Donc, la question de réclamation des droits va de pair avec aussi le fait d'assumer ses devoirs. Et malheureusement, dans ce pays, chacun réclame ses droits, personne ne veut s'assumer. Et c'est malheureux. Et l'autre chose aussi, ce que Maître a dit, c'est par rapport justement à ce qui se passe quand on regarde tous ces partis politiques où on essaye de mettre en avant cette question de liberté, cette question de droit à penser ou autre, mais qu'au fond, finalement, on va vers le chaos. Parce que le fait, par exemple, qu'on ne respecte pas, on ne respecte pas la loi.
ce non-respect a une influence également sur les partis politiques. Parce que les partis politiques également ne respectaient pas leur cahier de charges en tant que partis politiques pendant des décennies. Et cela pourrait leur être opposé aussi à tout moment. Donc, je pense, dans cette situation, la seule voie qui me semble être la voie de la sagesse, c'est s'asseoir sur une même table et profiter justement de ces rencontres-là pour voir dans quelle mesure nous pouvons sauver ce qui nous reste. Alors, il nous reste 3 petites minutes pour clore cette émission. Le temps de poser une dernière question. Vous l'avez écorché dans vos propos. Autre point dans ce dossier, c'est la situation de l'aide aux partis politiques. Comment des organes dissous vont justifier cela, madame? Mais ces organes-là, puisqu'ils ont pu rester en justice, donc ils vont pouvoir justifier aussi. Donc c'est possible. S'ils avaient dit qu'on est dissous, on ne peut pas rester en justice, à ce moment-là, ils n'ont rien à prouver. Donc pour moi, ça va de pair. Est-ce qu'il ne fallait pas justifier avant de dissoudre? Non, il fallait justifier avant de dissoudre. Effectivement, c'était la meilleure manière d'aller à ça. Mais du moment qu'ils peuvent rester en justice en tant que parti politique pour réclamer leurs droits, ce qui est sûr, ils ne vont pas quand même brûler toutes les archives parce que justement les partis politiques ont été dissous. Donc ce qui est sûr, il y a toujours la matière et ce n'est pas tous les partis politiques qui ont bénéficié de cette aide, il ne faut pas l'oublier. C'est une dizaine de partis politiques qui en bénéficiaient chaque année. Sur combien de partis politiques, donc 10, 15, en tout cas le dernier rapport que j'avais vu, il n'y avait pas plus de 15 partis politiques, 15, 16 partis. Donc je pense qu'ils peuvent toujours justifier, ils ne peuvent pas se cacher sous la bannière de la dissolution des partis politiques pour dire que ça relève peut-être de la mauvaise volonté d'aller à ça. En termes d'audit, je sais que personne n'est content quand il y a un audit, mais quand on est clean, on ne doit pas avoir peur des audits. Alors, la dernière intervention de cette émission sera pour vous, M. Touré. Même question. Comment des partis politiques dissous vont justifier l'aide qu'ils ont reçue par rapport à leur gestion? Je pense que cette question mérite un autre débat. Parce qu'en parlant d'audit d'abord, il y a une contrariété. La section des comptes de la Cour suprême n'est pas habilitée à auditer. Elle a une mission de contrôle. En termes comptables clairs ou en termes financiers clairs, il y a une nuance entre auditer et contrôler. L'audit, généralement, dans le cas d'espèces, relève de services administratifs. Et en l'occurrence, si moi je devrais prendre une décision pour auditer le financement des partis politiques, j'allais prendre les directions financières ou le bureau du vérificateur pour faire ce travail. Mais amener la question d'audit dans les prérogatives de la section administrative, de la section des comptes de la Cour suprême me semble une contrariété sévère avec la loi portant organisation et fonctionnement de la dite Cour. Donc ce n'est pas possible. Et en lisant ces missions-là, on voit que c'est nommément écrit contrôle et non audit. Donc pour moi, c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que chaque parti qui reçoit un financement au préalable fait le dépôt de bilan. Il y a un contrôle préalable avant de percevoir, d'avoir les financements. Donc, je me dis pourquoi revenir sur ça, vu que déjà tout a été vérifié. Pourquoi revenir sur ça? La question reste en suspens. Le générique m'annonce que c'est la fin de cette émission. Le temps imparti pour cette émission est terminé. Cette émission du Grand Dialogue avait pour thème dissolution des partis politiques, les premières audiences renvoyées. À la régie son et vidéo, il y avait Adjaratou Traoré, Mamadou Ouattara et Ibrahim Sanogo. Cette émission a été réalisée et présentée par Mariam Maïga. Grand merci à nos invités, Ibrahim Khalil Ben Mamata Touré, juriste, Fatoumata Traoré, experte en genre et gouvernance politique. Grand merci à vous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois.